Deuxième partie, l'impasse de l'existentialisme. Chapitre 12, être et existence inauthentique. Il y a, on le sait, deux sortes d'existentialisme. L'un est professé par un groupe de philosophes de métier, dont la pensée n'était naguère encore connue que de milieux intellectuels assez restreints. L'autre est l'existentialisme vécu, devenu à la mode après la Seconde Guerre mondiale et lancé par des groupes qui ont repris certains thèmes des philosophes existentialistes pour les adapter à la littérature et en tirer les règles d'un comportement anticonformiste, plus ou moins anarchiste ou révolté, comme les existentialistes bien connus de Saint-Germain-des-Prés et certains autres milieux parisiens s'inspirant surtout de Sartre. L'un et l'autre sont des signes des temps. Tout ce que l'existentialisme du second type a souvent eu de forcé et de snob ne l'empêche pas d'avoir eu la valeur d'un symptôme tout autant que l'existentialisme sérieux, philosophique. Ces existentialistes représentent en effet une variété de cette génération en déroute, frappée par la crise finale du monde moderne dont nous avons déjà parlé. C'est en cela justement qu'ils offrent un avantage sur les existentialistes philosophes, professeurs en général, dont les cogitations d'intellectuels en chambre et d'université ont bien reflété quelques aspects de la crise de l'homme moderne, mais dont la vie est restée celle de petits bourgeois, éloignés de tout ce qui caractérise au contraire le comportement personnel anticonformiste affiché en pratique par divers représentants de l'autre courant existentialiste. Malgré cela, c'est de l'existentialisme des philosophes que nous nous occuperons. Qu'il soit bien entendu cependant que nous n'avons nullement l'intention d'en discuter philosophiquement les positions, ni de chercher à savoir si elles sont vraies ou fausses sur le plan spéculatif. Ceci exigerait des développements qui dépasseraient le cadre de cet ouvrage et n'offriraient en outre aucun intérêt par rapport au but que nous nous sommes proposés. Nous examinerons, au contraire, certains des thèmes les plus typiques de l'existentialisme en mettant l'accent sur leur signification symbolique et précisément existentielle, c'est-à-dire en les envisageant comme des témoignages indirects sur le plan abstrait et discursif du sentiment de l'existence propre à un certain type d'homme vivant de nos jours. Cet examen est en outre nécessaire pour tracer une ligne de démarcation entre les positions que nous avons définies précédemment et les idées des existentialistes. Ceci s'impose d'autant plus que nous utilisons une terminologie susceptible de faire croire à tort à des affinités qui n'existent pas. Mis à part leur arsenal philosophique plus systématique et plus élaboré, les existentialistes philosophes se trouvent dans une situation analogue à celle de Nietzsche. Eux aussi sont des hommes modernes, c'est-à-dire des hommes détachés du monde de la tradition, dépourvus de toute connaissance et de toute intelligence de ce monde. Ils utilisent les catégories de la pensée occidentale, ce qui revient presque à dire profane, abstraite et déracinée. Le cas de Jasper est significatif car il est peut-être le seul parmi les existentialistes chez qui l'on trouve quelques références superficielles à la métaphysique, qu'il confond avec le mysticisme, et pourtant il exalte en même temps l'illumination rationnelle, la liberté et l'indépendance de l'homme philosophant, ne supporte aucune forme d'autorité spirituelle et temporelle et refuse toute obéissance aux hommes que l'on croit être les microphones de Dieu, comme si rien d'autre n'était concevable. C'est l'horizon typique de l'intellectuel d'origine bourgeoise libérale. Quant à nous, au contraire, même lorsque nous avons à examiner certains problèmes modernes, ce ne sont pas des catégories modernes que nous utilisons pour les éclaircir et les résoudre. Si malgré tout, les existentialistes se trouvent parfois sur le juste chemin, c'est presque par hasard, sans s'appuyer sur des principes solides, avec des oscillations, des lacunes et des mélanges inévitables, et surtout dans un état d'affaissement intérieur. Il faut critiquer enfin l'usage que font les philosophes existentialistes d'une terminologie arbitraire spécialement inventée, qui, chez Heidegger en particulier, est incroyablement, inutilement et insupportablement abstruse. Le premier point à mettre en lumière dans l'existentialisme, c'est l'affirmation du primat,
ontico-ontologique de cet être concret et unique que nous sommes toujours. C'est ce qu'on exprime aussi en disant que l'existence précède l'essence. L'essence ici correspond à tout ce qui est jugement, valeur, non. Quant à l'existence, elle est ramenée à la situation dans l'espace, le temps et l'histoire où se trouve concrètement tout individu. L'expression qu'emploie Heidegger pour cette réalité élémentaire est « l'être là ». Il la lie étroitement à « l'être dans le monde », au point d'y voir un élément essentiel de la constitution de l'être humain. Pour ne pas tomber dans la mystification ni se tromper soi-même, avant d'étudier un problème ou une conception du monde, il faudrait reconnaître tout ce qui est conditionné par la situation. Dans ce qu'elles ont de valable, les conséquences de ce premier thème de base de l'existentialisme n'ajoutent pas grand-chose à ce que nous avons déjà établi quant à l'affirmation de la nature et de la loi personnelle, et quant au rejet de toutes les doctrines et normes qui prétendent avoir une validité universelle, abstraite et normative. Quoi qu'il en soit, la direction dans laquelle il faut chercher le seul appui possible dans un climat de dissolution se confirme. Jasper particulièrement montre que tout examen objectif, détaché de la situationnalité, des problèmes et des visions du monde, conduit inévitablement au relativisme, au scepticisme et enfin au nihilisme. La seule voie qui s'offre est celle de l'élucidation des idées et des principes à partir de leur fondement existentiel, à savoir la vérité de l'être qu'est chacun. C'est s'enfermer dans un cercle. À ce propos, Heidegger dit toutefois avec raison que l'important n'est pas de sortir du cercle, mais d'y être de la façon juste. Le rapport qui existe entre cette orientation et un milieu désormais privé de sens est illustré par l'opposition existentialiste entre authenticité et inauthenticité. Heidegger parle de l'état d'inauthenticité, de défaillance, de couverture de soi-même ou de fuite hors de soi, qui consiste justement à se trouver à être jeté dans l'existence commune, banale et quotidienne, avec ses évidences, ses bavardages, ses équivoques, ses embrouillements, ses utilités, ses formes de tranquillisation et de délaissement, ses diversions évasionnistes. L'existence authentique s'annonce et s'amorce quand on sent que l'arrière-fond de cette vie est le néant et quand on est rappelé à son être le plus profond au-delà du moi social et de ses catégories. Nous avons là un résumé de toutes les critiques qui ont abouti à la constatation de l'absurdité et de l'insignifiance de la vie moderne. Mais l'affinité entre cet ordre d'idées et les positions que nous avons déjà définies est très relative, car l'existentialisme se caractérise par une inacceptable surévaluation de la situationnalité. L'être là serait toujours, pour Heidegger, un être dans le monde. Le destin de la finitude situationnelle serait pour Jasper, comme pour Marcel, un fait limite, une donnée devant laquelle la pensée s'arrête et naufrage. Heidegger répète que l'être dans le monde n'est pas un accident du soi. Celui-ci ne peut exister sans cela. L'homme n'est pas d'abord pour ensuite avoir un rapport avec le monde, rapport accidentel, occasionnel et arbitraire relativement à ce qu'il est. Or, tout cela ne peut s'appliquer qu'à un autre type d'homme que celui qui nous intéresse. Nous savons que chez celui-ci, une distance intérieure, coexistant même avec une acception totale de ce qu'il est en tant que déterminé, doit au contraire limiter la portée de tout conditionnement situationnel et, d'un point de vue supérieur, minimiser, faire paraître véritablement comme une chose contingente tout être dans le monde. Les existentialistes, toutefois, font preuve d'une évidente inconséquence, car ils envisagent généralement le dépassement de cette fermeture de l'individu et de cette simple immanence. C'est ce qui nuit gravement, comme on l'a vu, aux positions de Nietzsche. Déjà, chez Søren Kierkegaard, considéré comme le père spirituel des existentialistes, l'existence est présentée comme un problème,
parce que l'auteur utilise le mot allemand Existenz, dans le sens très particulier d'un point paradoxal où le fini et l'infini, le temporel et l'éternel, sont présents en même temps, se rencontrent, mais s'excluent aussi l'un l'autre. Il semblerait que l'on reconnaisse ainsi en l'homme la présence de la dimension de la transcendance. Les existentialistes philosophant de façon abstraite parlent eux aussi de l'homme en général, alors que l'on devrait toujours se référer à un type d'homme déterminé. Cependant, la conception de l'existence, à la fois en tant que présence physique du moi dans le monde, sous une forme et dans une situation déterminée, concrète et unique, on doit ici se reporter à la théorie de la nature et de la loi personnelle, et présence métaphysique de l'être, de la transcendance dans le moi, reste valable pour nous aussi. Dans cette perspective, un certain existentialisme pourrait également rejoindre un autre point que nous avons déjà établi, concernant un antithéisme positif et le dépassement existentiel du Dieu personnel, objet de foi ou de doute. Le centre du moi étant aussi mystérieusement le centre de l'être. Dieu, la transcendance, doit être affirmé non comme le contenu d'une foi ou d'un dogme, mais en tant que présence dans l'existence et la liberté. Le mot de Jasper, ouvrez les guillemets, Dieu est sûr pour moi dans la mesure où j'existe authentiquement, fermez les guillemets, nous ramène en un certain sens à l'état dont nous avons déjà parlé, où mettre l'être en doute équivaudrait à se mettre en doute soi-même. De ce premier examen des idées existentialistes, nous pouvons donc retenir à leur actif qu'elles ont mis en évidence la structure duelle d'un certain type d'homme, non pas de l'homme en général, et la rupture du niveau vie, par l'admission d'une présence d'ordre supérieur. Mais nous allons voir le problème que tout ceci soulève et que l'existentialisme ne résout pas.